Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous retrouvons Gaëtane. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes. Donc, je m'appelle Gaëtane Martineau. Je me définis un peu comme artiste, réalisateur, archiviste. Du coup, j'ai eu une formation en école d'art. J'ai fait mes 2 premières années d'études aux Beaux-Arts à Quimper. Et ensuite, j'ai terminé aux Beaux-Arts à Cergy, donc pendant 3 ans, où j'ai eu mon DNA et mon DNSEP, que j'ai eu en 2024. Donc là, c'est la 2e année post-diplôme dans la vie de saltimbanque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets pendant ton cursus artistique ? J'avais une pratique artistique déjà même avant au lycée où je faisais l'option art plastique. Donc à ce moment-là, je créais déjà beaucoup de choses et où ça allait un peu dans tous les sens. Et notamment, j'avais une pratique qui pouvait être à ce moment-là encore très plastique avec de la peinture aussi, du dessin, mais enfin plein d'autres choses. Je dirais que c'est un peu à Quimper où au fur et à mesure, ça s'est un peu resserré, enfin précisé en tout cas au niveau de mes intérêts. Il y a un aspect assez documentaire dans mon travail, même si ça peut être du coup des fois sur des sujets très différents. Ce qui revient un peu, c'est l'intérêt que je peux porter à des lieux et à des gens. Souvent, on peut essayer de raconter ces histoires qui souvent peuvent être des histoires qui sont aussi un peu à la marge et un peu cartographier à la fois des lieux comme des personnes, comme des parcours. Ça passe souvent par ça. Ça peut être par pas mal de médiums différents. Mais du coup, j'ai l'impression que le premier projet que j'ai fait, avec lequel je suis encore en accord, enfin qui est un peu, je pense, c'était à la fin de la première année à Quimper, où j'ai fait une édition sur les rideaux de ma grand-mère, qu'elle a gardé genre toute sa vie. Elle déménageait beaucoup avec le travail de mon grand-père et à chaque fois qu'il remménageait, elle achetait des nouveaux rideaux et après quand il redéménageait, elle gardait les anciens en se disant ça peut servir. Chaque fois, elle en avait des nouveaux et en fait, du coup, chaque rideau est ancré dans un lieu, une pièce précise d'un endroit où elle a habité. Via ces rideaux, je lui ai demandé de me raconter l'histoire donc de chaque rideau et en filigrane, ça crée un peu aussi un parcours et un peu une histoire de sa vie aussi. Du coup, c'était des petites formes d'écriture avec à chaque fois le motif du rideau et une petite histoire. J'aime beaucoup le format du livre, de l'édition. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler un peu l'écriture, la photo. Et sinon, ce qui revient aussi beaucoup, c'est le cinéma ou la vidéo et le son, interview, pièces sonores, enfin voilà. Quel est le lien que tu peux faire entre les projets que tu as faits, les lignes de désir, à quel moment il y a eu cette découverte? Après, j'essaie de pas axer toute ma pratique là-dessus, mais c'est vrai que ça a pris beaucoup d'importance. Ma rencontre avec les lignes de désir, ça s'est fait parce que j'habitais à Cergy et que je porte toujours beaucoup d'importance au lieu auquel je vis. Et ça fait que je fais souvent des balades un peu au hasard pour découvrir les endroits. Et dans les premiers mois où j'ai emménagé, j'ai remarqué, donc, parce que au début j'appelais ça des chemins de traverse, qui sont du coup des chemins qui apparaissent dans l'herbe, parce que les gens coupent, parce que du coup le chemin en dur c'est pas le plus rapide et que les gens se rendent pas compte qu'ils le créent, ni qu'ils l'entretiennent en continuant à marcher dessus, dont le vrai nom c'est ligne de désir, et déjà je trouve que le mot est trop beau. Donc c'est un peu ça qui m'a amené ensuite à travailler sur la ville de Cergy et un peu essayer de tout savoir de son histoire, et d'un autre côté cartographier et d'inventorier toutes ces lignes de désir, ce qui est une tâche un peu titanesque et impossible. C'est qu'il y en a vraiment partout et que Cergy c'est des coins et des recoins. En fait, il y a vraiment aussi des fois j'ai l'impression de suivre des sagas des fois la mairie va le bétonner parce que c'est vrai que c'est quand même plus utile. Des fois elle va bloquer le passage parce que c'est de la gadoue et essayer de faire en sorte que les gens n'y aillent plus. Et ouais, du coup ça me touchait un peu parce que je les côtoyais au quotidien quoi, et de voir un peu comment elle pouvait évoluer et c'est ce qui a un peu aussi axé la manière dont je travaillais sur la ville de Cergy, qui était comment les gens qui vivent et qui parcourent cette ville se l'approprient. Avec du coup cette histoire de ville nouvelle, et en fait une ville si elle n'est pas encore habitée c'est qu'elle n'a pas d'histoire et c'est pas encore vraiment une ville, et qu'en fait ce qui en fait une ville c'est les gens qui l'habitent et qui par leur passage, le fait d'être là et d'exister, la modèlent un peu parfois contre les intentions des urbanistes et des architectes de base, notamment avec ces lignes de désir, mais qui a été, on va dire, travaillée, puis même du coup ton expérience
au contact, on va dire, de cette ville et du territoire, Ouais, de voir comment ça évoluait aussi. ouais. Puis ça m'intéressait du coup de savoir aussi comment d'autres gens la parcouraient. Mhm. Et est-ce que du coup, tu as des témoignages ou tu as été interviewé d'autres personnes? Ouais, je suis allée interviewer d'autres personnes qui vivent ou qui ont grandi à Cergy. Notamment, j'ai eu la chance d'interviewer Marc Kenny, qui est un des premiers habitants qui fait partie des premiers habitants de la ville de Cergy, qui sont arrivés en 72 et qui était très investi dans les mouvements un peu locaux des habitants qui étaient menés et du coup qui avaient une connaissance assez très riche. Et donc un peu toutes ces différentes... Et des gens qui sont nés à Cergy et qui ont grandi là. Et donc c'est toutes ces différentes manières de voir la ville et de la parcourir. Et c'était assez chouette et assez beau de croiser un peu tout ça, quoi. L'archive que tu as fait de Cergy, est-ce que c'est quelque chose qui a des liens avec d'autres projets futurs ou c'est quelque chose qui est juste axé sur le territoire et tu travailles aussi sur d'autres projets en parallèle? Quand j'étais encore à l'école, Mhm. je travaillais aussi sur d'autres projets en parallèle. Ce qui a été un peu mon projet de diplôme, c'est un film documentaire sur mon groupe d'amis qui fait du dragging. Et j'en fais aussi, donc un peu filmer ça depuis l'intérieur, pas avec un regard extérieur du coup. Et je trouvais ça assez... En t'intégrant dedans, C'est ça, en étant... Ouais, c'est ça, avec un regard de quelqu'un qui fait partie de ce groupe. D'accord. En tout cas, la position qu'a la personne qui filme dans le documentaire, Mhm. pour moi, c'est quelque chose qui est toujours très important. Et du coup, là, c'était vraiment assumé que j'apparaisse presque comme un personnage qu'on voit pas, mais qui peut interagir avec les gens parce que c'est mes amis qui peuvent me parler. Qu'on puisse deviner que je fasse partie de ce groupe, que je sois ce personnage un peu derrière quand même. Ça s'est fait au fur et à mesure, je voulais commencer à filmer, je savais pas encore où est-ce que ça allait trop partir, mais commencer à faire des portraits de plusieurs de ses amis, par exemple quand ils se préparaient avant d'aller en show. Et en fait, au fur et à mesure, ces portraits de plusieurs personnes créaient un portrait du coup d'un groupe d'amis qui se forment dans ce contexte, parce qu'au fur et à mesure des shows, on recroise un peu les mêmes personnes, on voit un peu les relations qui évoluent et un peu cet amour très fort aussi qui se crée entre tout le monde, alors qu'au début, on sait même pas c'est quoi nos vies en dehors et il y a ce truc de... Au début, on connaît même pas le nom de l'autre personne hors drague, quoi. Voilà, c'est un peu tout ça que je voulais filmer. Et donc là, pour l'instant, j'ai fait une version de 20 minutes pour mon diplôme. Et c'est un projet que j'ai toujours encore en tête d'avancer pour un long métrage. Parce que suite à ça, j'ai continué à filmer et après, j'ai pas du tout non plus utilisé toute la matière dans ces 20 minutes. Donc il reste des rushs à potentiellement utiliser. Tout à fait, énormément. Du coup, c'est vrai que ma pratique personnelle était pas la chose qui était mise au premier plan. Et ça, je sais que ce sera quand même Enfin, vu que je fais moi-même le montage. Sauf si, d'un seul coup, j'ai plein d'argent pour payer quelqu'un. Mais après, j'aime bien aussi le faire. Mais je sais que c'est quelque chose qui prend du temps, qui va être assez conséquent et que je sais qu'il faut... Enfin, je peux pas le faire comme ça de temps en temps sur le côté. Il faudra que je m'y consacre vraiment. Oui, un temps précis pour pouvoir travailler justement sur ce format qui serait du coup beaucoup plus long. Ouais. Donc c'est potentiellement retravailler peut-être la base du court-métrage ou réutiliser les plans différemment. Travailler sur le format du court-métrage, ça m'a permis déjà de me confronter aux problématiques que je vais avoir dans le format long. Et en même temps, ça m'a permis de voir qu'est-ce que je voulais ou qu'est-ce que je voulais pas. Il y a des choses que j'ai pu faire dans le format court que j'ai pas trop aimé. Et du coup, ça permet d'orienter un peu plus comment l'aborder dans le format long. Du coup, tu suis le groupe. Ouais. Tout en étant dedans. Oui. Donc il doit y avoir pas mal d'interactions et le fait d'apprendre aussi à connaître chacune des personnes qui est là, ou des fois que tu vois même à différents shows. Ouais, c'est ça. Parce qu'elles sont pas toutes présentes tout le temps. La plus grosse problématique, c'est de réussir en fait à créer un ou plusieurs arcs narratifs comme un fil rouge qui permettent en fait de suivre sur un temps long et que ce soit pas comme des petits moments de rush les uns à côté des autres, quoi. Ça, c'est un peu le plus gros enjeu. Ouais. Mais c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà commencé à travailler, mais bon, ensuite, après, ça s'est un peu mis en pause, mais qui est toujours là, qui est toujours dans ma tête, et ça arrivera, j'espère, le plus vite possible. Et il y a d'autres expériences, justement, peut-être après école aussi, qui t'ont permis de découvrir d'autres choses? L'été après mon diplôme, donc à ce moment-là, j'étais en stage, j'ai eu l'opportunité avec un groupe d'autres étudiants, partir en résidence en Chine
pendant 3 semaines. Et c'était intéressant parce que de manière sur un temps qui est quand même très court, quoi. En gros, la première semaine, c'était plus... Ils nous faisaient visiter plein d'endroits. On commençait au bout d'un moment à trépigner parce qu'on voulait commencer à créer, mais en même temps, c'était assez nécessaire qu'on puisse vraiment s'imprégner des lieux, puisque comme on est en résidence et qu'on va produire sur place, en fait, surtout pour moi, ma pratique, là, c'est quand même la base de m'imprégner du lieu, quoi. Et ensuite, la dernière semaine, en fait, elle était plus dédiée à vraiment la finalisation et l'accrochage pour l'exposition. Donc, en fait, au final, on avait plutôt genre vraiment une semaine. Mais du coup, c'était hyper intéressant comme expérience, vraiment en tout point. C'était très intense, mais c'était super intéressant. Et du coup, notamment dans le fait de devoir produire quelque chose rapidement, qui fait qu'on n'est pas là à se poser 1000 questions non plus. Et aussi d'être dans un endroit, une dynamique qui est dédiée qu'à ça. Ouais. Là où sinon, un peu dans le quotidien, t'es pris par 1000 choses et en fait, je suis pas très douée pour m'organiser aussi, mais ça passe pas forcément au premier plan, quoi. Et alors que là, on est là pour ça, quoi. Je pense que j'ai aussi tendance à beaucoup douter de ce que je fais et du coup, des fois, avoir du mal à commencer à y aller et à me poser beaucoup de questions. Mais en fait, j'avais pas le choix et j'y allais, quoi. Tu t'es lancée c'est ça. Vu que le temps était forcément compté, tu t'es dit bon. Ouais. Et en fait, évidemment, ça pourrait être encore plus abouti si on avait plus de temps, si on retravaillait la chose, etc. Mais ça donne déjà quelque chose qui est intéressant et après, en plus, on a eu la chance d'exposer dans des conditions qui étaient assez incroyables. Vous avez exposé dans un lieu peut-être assez reconnu en Chine? Pas du tout reconnu, mais dans un lieu qui est un centre d'art qu'ils ont construit assez récemment. On était dans un endroit qui était un peu au milieu de nulle part, quoi. Ville nouvelle. Franchement, dans le campus où on logeait, pas loin. Hein. C'était un peu improbable. Mais et du coup, ils avaient ce centre d'art, mais du coup, qui avait vraiment des moyens et des espaces qui étaient hyper impressionnants, quoi. Parce qu'en général, c'est vrai que c'est rare d'avoir accès à ça, quoi. Mm-hmm. Je vais te proposer qu'on continue la discussion plus sur Cergy, pour qu'on en sache un peu plus sur l'atelier pratique. Comme ça, on pourra voir vraiment les détails et que tu pourras nous en raconter un peu plus. Peut-être des petites anecdotes ou des choses comme ça. Pour cet atelier pratique, on va partir sur une des cartes de Cergy. Qui du coup est un test. C'était la première maquette un peu que j'avais faite pour le projet d'exposition dans le cadre du temps fort à l'humanité, du coup pour le travail qu'on a fait, que j'ai fait en collaboration avec Eléa Roussel. On voulait qu'il y ait une grande carte de Cergy avec un peu ces strates temporelles, vu qu'on travaillait sur un peu ces sortes de strates et de palimpsestes. Et du coup, c'est le premier test de carte que j'avais fait, où là, il y a que 2 superpositions d'époque, et c'était à partir de screenshots sur Google Maps pour faire un peu très rapidement, juste voir si dans l'idée ça marchait avant de partir sur quelque chose de beaucoup plus quali et précis, parce que ça, si je l'imprimais en très grand... il fallait on voit tous les pixels, quoi. Voilà. Mais j'aime bien quand même. Il y a les 2 strates, donc on voit à peu près, peut-être pas toute l'entièreté de Cergy, mais en tout cas une partie. En vrai, on voit tout, parce que globalement, Cergy, ça se construit autour de l'Oise, donc là, t'as Cergy-Pref, là, t'as Cergy-Saint-Christophe, et t'as Cergy-le-Haut, pas très loin, ici. C'est Cergy-Pref et Cergy-Saint-Christophe. Et puis après, t'as la petite partie. Et là, t'as la base de l'Oise ici. Là, après, tu pars plus vers Neuville. Mais il y a une partie ici aussi, Cergy, en mode genre... Oui, le port. Oui, c'est le port, il est... Non, le port, il est là. Ouais, c'est ça. Parce que là, ta petite passerelle pour aller à Place de Loisirs. Ouais. Gigapont Rouge ici aussi. Je te propose qu'on essaye de repérer les éléments, qu'on les mette sur la carte et qu'on interagisse sur la carte, qu'on apporte des modifications. Et peut-être aussi en parallèle, on pourra parler de ton projet qu'on a pu voir du coup à Art et Humanité, qui était accroché. Donc j'ai ramené des petits éléments. Exactement. Donc ça pourra peut-être faire des liens entre les deux. Sinon j'ai ramené plein d'images. Du coup, on commence par ça. Et après, on peut faire peut-être déposer des éléments. C'est ça, il y en a qu'on peut foutre ailleurs, il y en a beaucoup qu'on peut garder. Tu veux que je t'explique un petit peu en même temps des petits trucs? C'est un peu la carte historique de avant avec Cergy, qui s'est créé avec un S. C'est vraiment le tout petit village de 500 habitants. La grosse ville du coin, c'était Pontoise. Du coup, tu vois déjà un peu toute la zone et tout, et donc avec la même boucle de l'Oise, mais il n'y avait pas encore les étangs. Je trouve ça assez marrant qu'elle avait repris la forme. Leur délire à l'époque, se balader en hélicoptère pour être là en mode où allons-nous construire toutes ces villes nouvelles, parce que du coup Cergy a été construite dans la politique des villes nouvelles qui a été
qui a commencé dans les années 60. Oui, il y en avait eu 5 en même temps. Il y a Évry, D'accord. Marne-la-Vallée, Saint-Quentin en Yvelines et Le Saint, je crois, et Cergy, qui est la plus intéressante. Mais du coup, voilà, ils étaient en hélicoptère et du coup, hop, l'hélicoptère, ils voient genre Waouh. cette boucle de l'Oise et ils se disent ah mais c'est super en fait, on va construire. C'était un peu ce truc de la boucle de l'Oise, on va construire ici quoi. Genre en mode on construit autour. Avec déjà l'idée de vouloir créer un peu un espace de base de loisirs au milieu. Ok. Qui soit du coup un espace de loisirs et de nature qui soit accessible en fait à tout le monde. La partie C'est ville. ça, en fait, il est aussi proche de tout le monde vu que la ville se construit autour de la boucle. Là, j'ai une petite photo de Cergy Village à l'époque, hein, Non, avec la gare qui existe toujours. vache. C'est en vrai quand tu dis que ça ressemblait à ça avant. Ouais. Ouais, c'est un peu dingue. Là, c'est leur premier petit dessin et tout. Du coup, Cergy Village, c'est ici, ouais. Ah oui, ouais. Globalement, c'est ici. Je sais pas si tu veux qu'on le marque d'une couleur. Ouais, carrément. On va voir. Hop là. Allez. Un petit jaune. Ouais. Du coup, on a dit. Ouais, bah c'est ici, globalement. Ouais. Je l'entoure en mode. Ouais, tu peux l'entourer ici, ouais. Je trouve qu'elle est trop belle, cette carte. Mais l'utilisation des ressources du site pour le dessin de la ville, on s'en fiche, mais j'aime trop comment elle est dessinée. Petit plan de la dalle. Mais ce qui est assez marrant, c'est que sur ces 2 cartes, tu vois gare, aérotrain. Tu sais ce que c'est? Me dis pas que c'est un projet qu'ils n'ont pas dévoilé, qu'ils n'ont pas fait. T'es en mode sur coussin d'air. En vrai, c'est drôle. Genre en mode, ce gars qui a inventé ça, genre à chaque fois on lui a donné plusieurs endroits pour le faire, finalement ça s'est pas fait. Dernier endroit c'était genre pour relier Cergy La Défense, de manière directe en moins de 20 minutes quoi. Ce qui fait que le RER est arrivé hyper tard et j'aime trop qu'on voit un peu tous les plans qui du coup sont un peu faux avec le trajet de l'aérotrain, la pyramide. En vrai, c'est hyper drôle. Mais oui, ça faisait que chaque ville nouvelle avait un budget pour être reliée par le RER à Paris. Et que, en fait, au début, je me disais, ah, ça va dans l'esprit de Cergy, genre que des trucs un peu dingos, mais en fait, on leur a imposé un peu. Et le seul truc à faire, c'était de construire le pont au-dessus de l'Oise entre Neuville et Cergy. Là, on voit Monsieur Bernard Hirsch, qui était le EPA, ça te parle? Pas du tout. C'est Établissement public d'aménagement. D'accord. C'est un peu les instances qui ont été créées pour quand ils construisaient les villes nouvelles. Donc c'était eux, en fait, d'imaginer et de construire la ville nouvelle, et ce qui donnait le statut de ville nouvelle. Et en fait, quand l'EPA, c'est un statut spécial, quoi. Quand sa mission est terminée, genre, l'EPA disparaît. Ça retourne dans en termes administratifs de ville plus normales. Okay. Premier bâtiment officiel construit, 69. Premiers habitants, 72. Les gens qui exproprient tous les personnes qui tous les agriculteurs. Oui. Les agriculteurs ont fait une ZAD pour bloquer le projet de construction de la préfecture. Là, t'as vraiment toutes les anecdotes. Ce qu'on voit derrière, c'est Pontoise, parce que c'était vraiment la grosse ville. Enfin, c'est une vieille ville, Pontoise, tu vois, c'est médiéval et tout. C'est aussi symbolique parce qu'en même temps, ça marquait la création du Val d'Oise, du département du Val d'Oise. Puis après, au fur et à mesure... Nom de Dieu. Là, tu vois, c'est les 5 cinémas qui sont fermés. Là, c'est là où il y a le théâtre actuellement. Et il y avait une passerelle. Ouais, ça ressemble tellement plus à... Ouais, déjà tout cet endroit, c'est là où il y a des bâtiments qui sont construits, les sait qu'elle est là. Et cette passerelle a été détruite, on voit le bout de la passerelle. Oui, mais ils l'ont enlevé justement. Ouais. Mais du coup, t'as toujours le petit panneau, le bout de la passerelle coupé, quoi. Je trouve ça assez marrant. Bernard Hirsch, du coup, il a écrit un livre. Il racontait qu'ils avaient une maquette de la préfecture et qu'elle servait, genre, comme cendrier. D'accord. Parce qu'elle est creuse à l'intérieur, ça fait genre une pyramide à masse. Du coup, là, Cergy Pref. Parce que là, on a le rond-point. Ouais, on a le rond-point, je pense. Là, on a donc la Pref, elle doit être ici, elle est là. Ok, yop là. Le vrai premier bâtiment à avoir été construit, c'était pas la Pref, c'était le bâtiment qui est à côté du théâtre d'ailleurs, et là où j'ai fait mon stage, là où s'est installé l'EPA. Et il existe toujours ce bâtiment, il a juste été agrandi. D'accord. Donc le vrai officiel bâtiment, c'était ça. Je meurs pour ces images de promotion, pour faire venir les gens à Cergy. La Samaritaine qui est pas la Samaritaine. Ouais, qui est plus là, quoi. Mais c'était aux Trois-Fontaines. Mais c'est un peu le truc d'une ville qui n'existe pas encore et qui n'a pas encore d'histoire. Bah, du coup, tu crées une histoire, quoi. Tu lui crées un peu une mythologie. Enfin, quelque chose comme... À la fois d'essayer de faire référence à des trucs vraiment sur les lieux. Ah, putain, c'est vraiment genre... Ouais, c'est vieux, hein. T'as la tour et t'as les champs à côté. Et est-ce qu'il y a d'autres quartiers comme ça, du coup, peut-être Saint-Christophe? Ouais. Tu rentrais à la gare par là. Genre vraiment, t'es là en mode... On est à quelle époque, là, genre? Alors par contre, ça j'aurais bien aimé qu'aujourd'hui il soit encore orange. Ouais, de fou. Au moment où tu les vois. La passerelle qui a disparu avec la poste.
Maintenant, elle est coupée ici. Ouais. Mais à un moment donné, pendant longtemps, il y avait un chien qui était là, un berger allemand. Moi, plusieurs fois où j'étais passée, il y avait un chien là. Hyper drôle. Vraiment, aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas un brin de terre. Ouais, en fait, la dalle se construisait en même temps que les bâtiments. Et Oui. du coup, genre, au début, il y avait rien autour de l'école d'art. Genre, Là, tu vas pouvoir remettre des photos d'archives avec la nouvelle école. Ouais, de fou. Hein. Ça, on peut le marquer sur le plan. Ça, La elle tour est- bleue. Oui. Ouais. Elle doit être plus sur le côté, non? Ouais, plus par là. Peut-être là. Ouais, moi je dirais là. Et je suis jamais rentrée à l'intérieur, mais ça c'est un plan de coupe. C'est le Genre t'as l'escalier ascenseur au milieu, et en fait toutes les pièces sont rondes. Du coup tous les meubles étaient construits sur mesure à l'intérieur. Et du coup je me demande comment ça a vieilli, comment les gens se démerdent, parce que le lit est rond. Ouais, donc les tu peux placards sont rien ronds. mettre. Ça c'est justement la seule, ça tu vois comment elle était avant. C'est la seule où ils ont fait un revêtement qui était mieux que celui de base. Genre vraiment. Ils ont gardé le bleu et il est trop beau, je trouve. Ah. C'est la piscine. J'aime trop parce que tu vois l'escalier ici, qui descend, qui n'existe plus. Et maintenant, tu as juste une barrière où il y a, du coup, dedans le film de Romer. Il y a le film de Siama. Siama, la Samaritaine. Waouh. Il fut un temps. Il fut un temps avec autant de trucs à l'intérieur, de plantes. Ça Végétation. n'a aucun sens. C'est le quartier de la Croix-Petit qui a été totalement rasé. Mais... Du coup, il est ici. Mais en vrai, l'initiative était cool parce que, genre, en mode, souvent, c'est un peu des quartiers qui sont mis de fou à la marge de la ville. Et là, c'est quand même en plein centre, à côté du parc et genre à côté de la gare. Oui, c'est pas très loin. Ouais, c'est ça. Et genre, Bernard, je suis en mode, bah, en fait, on s'en fout, même si c'est un peu moins beau. Genre, en mode, la végétation, elle va pousser, sauf que, ouais, genre, du coup, c'était devenu hyper vétuste et ils ont tout rasé et tout reconstruit. Et c'est mon endroit préf, c'est la place des. Enfin, c'est les Touleuses. Du coup, j'ai habité 4 ans aux Touleuses. Et où, avant, c'était bleu. Céline Sciamma est allée au collège des Touleuses. Ça, c'est un peu la dynamique des premiers habitants qui font, genre, des fresques. Et moi, j'habitais en plus vraiment sur une maison, dans une maison qui était en fin de ligne. Okay. Donc, j'avais aussi un pignon blanc. Et du coup, quand j'ai appris ça, j'étais en mode, ah, j'ai trop envie de. J'aimerais trop faire la même chose. Fresque. De fou. Du coup, là, j'ai mis un peu c'est un peu les photos que j'ai prises, que j'ai mis un peu dans l'expo aussi. Mais ouais. Je sais pas si on place les Touleuses. Et les Touleuses, du coup, elles sont genre là. Ouais, c'est ça, c'est ici. Et là, la plaine maraîchère ici, c'est tout ce qui reste des maraîchers, des champs qui étaient là avant. Ils ont réussi à négocier de garder cette zone. Ce qui est assez chouette parce que même aujourd'hui, ils font des choses ici. Ouais, tu peux y aller vendre en local et tout. Ouais. C'est trop bien. Mais du coup, ouais, c'est un peu le truc de. Ouais, du coup, il y a une grosse partie de ton travail qui est vraiment d'archivage et de montrer aussi ces archives, du coup. Ouais. Où tu as pu avoir accès grâce au stage, peut-être d'avoir plus d'infos par rapport à ça. En fait, j'avais trouvé déjà via d'autres sources pas mal d'images. Mais c'est là en vrai où j'ai pu vraiment avoir accès à encore plus de choses ou avoir bien les sources des images que j'avais déjà trouvées, par exemple. Du coup, la personne avec qui je faisais mon stage, elle, c'est un peu un puits de savoir. Enfin, elle travaille là-bas depuis, je crois, 89. En mode, à ce moment-là, c'était encore le PA, quoi. Waouh. Donc elle connaît hyper bien, quoi. On est en 2026. Et du coup, vous alliez beaucoup sur le terrain ou genre elle venait avec toi ou est-ce qu'elle te laissait en mode pour aller faire tes... Quand j'allais sur le terrain, c'était moi seule. D'accord. Je travaillais sur l'inventaire des œuvres d'art de commande publique dans l'agglo, plus précisément celle du 1% artistique. D'abord, il y avait tout un travail de recherche à faire, à la fois dans les archives, à la fois en contactant des gens. Je partais aussi d'un travail qui avait déjà été amorcé, genre il y a 10 ans par d'autres étudiants. J'ai envoyé des mails à toutes les écoles sur lesquelles j'avais pas de référence, par exemple. Et du coup, c'était un peu après que déjà j'ai établi cet inventaire que je suis allée sur place. D'accord. Pour photographier les œuvres ou, dans le cas échéant, constater si elles existent ou pas encore. Ouais. Et aussi dans quel état elles sont, etc. J'apprenais des trucs aux gens qui travaillaient là, qui en fait se posaient justement la question de, ok, soit ils savaient pas que c'était une œuvre, soit justement ils se posaient des questions mais ils avaient aucun moyen d'avoir des infos dessus. Ouais, parce qu'il y avait personne. C'est ça, il y avait rien, personne ne savait rien dessus. Et du coup, en fait, j'arrivais, je leur donnais des infos et c'était trop chouette. L'école des plans, genre à l'époque, elle était toute colorée comme ça. Wow. Et c'est un peu genre comme des petits trucs d'abeilles, machin. Et le 1% de cette école, parce que c'est un peu du design, alors qu'en normalement, c'est vraiment que de l'art. Et en fait, c'est des meubles modulables un peu comme ça, et qui sont un peu à différents endroits. Et du coup, il y a tout un plan de où est-ce qu'ils étaient. Et vraiment, quand je suis arrivée à l'école et que j'aurais dit que c'était ça, genre vraiment, ils ont rigolé de fou. C'était en mode, on a une œuvre d'art et c'est ça. Et genre, en vrai, il en reste encore, il y en a qui ont disparu, mais ils sont vraiment dispatchés un peu partout. Ça, je crois que c'était justement juste
6. C'est la seule photo que j'ai jamais réussi à avoir plus d'infos que ce truc. Alors, ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais. Ça, je n'ai jamais. Ça existe. Toujours. En fait, ça, c'est des séries d'œuvres d'art, de sculptures d'étudiants de l'école d'art D'accord. dans Cergy en 89. Et celle-là, c'est la seule qui existe toujours. Elle est genre un peu sur le côté, à côté de l'Axe majeur. Ok. Et est-ce que dans ce que tu as proposé justement à Art et Humanité, dans tes photos et dans du coup, dans ce que tu as écrit, est-ce qu'il y en a un qui peut recouper ici avec ce qu'on vient de voir Je pense que peut-être ce qui ferait le plus sens, c'est au niveau des Touleuses. Un peu toute cette partie avec les photos où on voit apparaître les couleurs d'avant. Ça aussi, ça faisait partie des matières que tu as pris en photo aussi. Ouais, mais ça, j'ai pris plus tard. Ok. Un grand bleu composé de plein de petits carreaux, de carrelage bleu. Est-ce que tu veux que je te les lise dans l'ordre? Les mêmes canaux bleus, mais aussi. Dans l'ordre, je sais pas, mais. Ça commence par ça fait un peu une phrase. Avant, la grande tour de la place des Touleuses était bleue. Ok, là donc du coup on un grand bleu composé de plein de petits carreaux de carrelage bleu. Sur la place, les mêmes carreaux bleus, mais aussi d'autres carreaux plus grands et rectangulaires sur les murs, jaunes ou marrons. Karine me raconte, j'ai grandi aux Touleuses. Quand j'étais enfant, les parents nous autorisaient à aller jouer dehors, mais seulement jusqu'à la tour bleue. On faisait semblant de ne pas comprendre et on courait s'aventurer sur la dalle vers la tour bleue des Cerclades qui est bleue elle aussi. C'est la limite. Oui. Aujourd'hui, tout est gris, blanc, sale, triste, mais sous les revêtements des murs, des couleurs, bouts de petits carreaux de carrelage bleu réapparaissent peu à peu, au fur et à mesure que les panneaux d'isolation de mauvaise qualité fixés dessus ne se cassent la gueule. Avant, les 1000 alvéoles de l'école des plans étaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les façades de l'école des Maradas aussi. J'aurais aimé vivre dans cette ville aux 1000 couleurs, mais je me contenterai des traces qu'il en reste. Ça donne déjà un bel aperçu, je trouve, en tout cas de ton travail, de pouvoir faire le lien entre tous les projets du coup d'archivage et d'archives que tu as fait, même du coup d'écriture en vrai. Oui, comment je peux plus me les approprier un peu plus personnellement. Ouais. Toi, en vivant dans la ville aussi, à travers ça, si tu veux, on va continuer sur la partie 3 du coup du podcast, et peut-être que tu pourras nous parler un peu plus de tes autres projets qui sont en cours cette année. Et ça pourra peut-être avoir un lien avec Cergy ou pas, ou peut-être même sur un territoire. Merci Gaëtane pour cette activité, pour en savoir un peu plus sur Cergy. C'était vraiment super chouette. Je te propose du coup qu'on parle peut-être un peu plus de la sortie après école, sur le fait aussi que tu parlais de, en tant qu'artiste, comment se définir après l'école. On se retrouve à, finalement, pas tant que ça, avancer sur sa propre pratique artistique, parce qu'il y a une nécessité financière qui est quand même qui est très importante, c'est ça. Très, très présente. Enfin, c'est ça. Manger à la fin du mois, quoi. Oui, ce qui est un peu la base en termes vitales, quoi. Cette légitimité, je me la posais un peu déjà en école d'art, mais que je la ressentais encore plus après, parce que c'était que très ponctuellement que j'avais un peu des occasions de présenter ton travail, de développer des choses dans ma pratique artistique, mais que en fait tout ce que j'aurais aimé faire, globalement, j'avais pas le temps ou l'énergie. Et je pense que c'est des expériences qui sont différentes pour chaque personne, qui peuvent rencontrer des difficultés. Des fois, il y a un peu comme une perte de sens aussi. Le fait de ne pas avoir forcément les locaux pour sa pratique. Moi, je sais que c'est quelque chose, c'était pas un problème parce que dans ma pratique, j'ai pas besoin d'aller dans un atelier spécifique. J'ai mon ordinateur. Je peux me débrouiller, quoi. Dans l'ordre des choses à faire, il y a toujours ce pourquoi tu es rémunéré, parce que comme tu es payé pour, il faut avancer dessus. Les projets avec lesquels tu travailles avec d'autres gens parce que tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et tes propres projets, mais qui du coup passent à la trappe parce que à la fin de la journée, tu veux dormir. Et je sais qu'il y a un peu un équilibre à trouver et que j'essaye de le trouver. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. En gérant tout ce qui est aussi santé mentale, santé physique, qu'il ne faut aussi pas de base. oublier. C'est ça, et qui sont aussi des trucs qui ont quand même pris beaucoup de place à ma sortie d'école et qui, du coup, mettaient encore plus au second plan le fait que c'était pas du tout le moment et l'endroit. Enfin, j'avais pas la tête à avancer sur mes propres projets, quoi. Mais maintenant, je sens que j'ai vraiment des envies, en tout cas, d'avancer. Autant des projets que j'ai en tête depuis longtemps que j'ai envie de finir, comme le documentaire sur le drag king, que des nouvelles choses qui émergent un peu. Et donc j'ai vraiment envie de réussir à créer l'espace pour le faire, quoi. D'être dans une sorte d'équilibre ou d'harmonie, en tout cas, pour pouvoir le faire. C'est ça.
Ce qui est important. Ouais. Si tu commences à... Bon, évidemment, je sais qu'il faut en postuler à 1000 trucs, mais postuler à des résidences, à des appels à projets, mais en fait, il y a un peu un truc de... À partir du moment où tu commences, déjà, il y a le truc qui s'enclenche et qui, après, permet de se mettre en marche, quoi. Mais du coup, ça fait que moi, tout ça a fait que j'ai même pas réussi, en fait, à commencer à la mettre vraiment en place. D'accord. Et qu'en fait, les projets que j'ai eu la chance de faire, en fait, c'est parce qu'ils sont venus à moi. Donc j'avoue que j'ai beaucoup de chance là-dessus. On peut avoir l'impression de se sentir en retard, de faire du surplace, alors que des gens qui sortent d'école en même temps que nous, on a l'impression que eux, ils arrivent à faire plein de choses. Enfin déjà, je trouve ça trop nul d'arriver à la pensée de se comparer. Oui, il y a un certain recul à prendre, avancer. Finalement, tu avances aussi à ton propre rythme. Et je pense qu'en fait, on nous dit tellement que il faut qu'on postule à des trucs, des machins, des trucs. Moi, j'avais l'impression du coup de rater les trucs ou de... Ouais, qu'il y a une perte de sens. Ouais, c'est ça. Que d'un seul coup, je devenais un peu nulle, quoi. Ouais. Je me disais, mais en fait, j'aurais aimé qu'on me dise que chacun a son propre rythme. Ta santé mentale, ta santé physique peuvent être la priorité, qu'il y a un moment où là tu vas devoir taffer en full time sur quelque chose pour pouvoir avoir des rentrées d'argent et que ça prend des temps différents pour tout le monde et que c'est comme ça, quoi. Ouais, il faut être ok avec ça. Il faut réussir à dire ça avance, j'avance à mon rythme et il faut que ça me convienne en fait. Comme quand tu vois d'autres personnes qui avancent et tout. C'est vrai que c'est dur. Ouais, ça donne vraiment l'impression d'être en retard. Comme si eux, ils étaient partis très loin et que toi, t'es toujours au même endroit à essayer de galérer. Et parce qu'on n'a aussi pas les mêmes vies, quoi, et qu'on rencontre pas forcément les mêmes problématiques. Il faut avancer à son rythme et pas se précipiter, juste aussi s'écouter. Enfin, en tout cas, pour moi, les choses les plus importantes, c'est d'être sincère dans ce qu'on fait. Et que j'ai l'impression que si on rentre dans une espèce d'esprit de compétition et de toujours plus... De performance. C'est ça, de performance. En fait, pour moi, ça... Enfin, des fois, je sens une espèce de malaise face à certaines personnes où je sens un peu ce truc-là et je me dis, mais qu'est-ce que c'est de la sincérité de ce que donne la personne dans son travail, que j'ai l'impression que c'est quand même une des conditions pour pouvoir rester honnête avec soi-même et transmettre quelque chose de sincère, quoi. Une transparence avec les autres aussi. Ouais. C'est un beau mot de la fin, ça. Merci Gaëtane pour ce moment, pour ce podcast. Merci pour ton invitation. Merci d'avoir regardé le podcast des Initiés. Je vous invite à suivre sur les réseaux Gaëtane Martineau, ainsi que de vous abonner à la page des Initiés. Merci beaucoup.